Bonjour tout le monde. Alors, nous allons entamer une série de cours sur l'apprentissage non supervisé. C'est un sujet qui a permis de redémarrer l'engouement pour l'apprentissage profond en fait, au milieu des années 2000. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les réseaux de neurones étaient tombés un petit peu en désuétude. Et au début des années 2000, aux alentours de 2003-2004, un groupe d'entre nous, en particulier Jeffrey Hinton, Yoshua Bengio à l'Université de Montréal et moi-même, avons décidé de créer un groupe de travail à distance, financé par une fondation canadienne, pour essayer de relancer l'intérêt de la communauté de machine learning et de vision par ordinateur pour les réseaux de neurones, pour ce qu'on appelle maintenant l'apprentissage profond. Et ce qui s'est passé, les méthodes sur lesquelles on s'est concentré à l'époque, entre disons 2003 et 2010, ou 2009, étaient des méthodes principalement d'apprentissage non supervisé parce qu'on pensait que la solution au problème d'entraîner des réseaux très profonds en fait, résidait dans la capacité à les pré-entraîner de manière non supervisée pour partir d'un bon point de départ pour ensuite pouvoir faire du raffinement supervisé. Donc on a concentré beaucoup d'efforts sur cette question-là. Avec des techniques un peu diverses, machine de Boltzmann restreinte, auto-encodeur parcimonieux, et puis tout un tas d'autres techniques que je vais mentionner dans l'heure qui vient. Et il y a eu quelques succès, quelques articles qui ont marqué aux alentours de 2006, 2007, 2008. Et puis ce qui s'est passé par la suite, donc ces méthodes, en fait, on a montré qu'en faisant de l'apprentissage non supervisé sur des bases de données relativement petites, on arrivait à améliorer les performances significativement par rapport à l'apprentissage supervisé pur. La raison étant que quand les bases de données sont petites, si on utilise de l'apprentissage supervisé pur, on a des problèmes d'overfitting, de surparamétrisation. Donc au moment où les bases de données de vision, par exemple, contenaient typiquement dans les quelques milliers d'exemples seulement, entraîner des gros réseaux convolutifs sur ce genre de données ne marchait pas. Donc il a fallu chercher ou réfléchir à ces histoires d'apprentissage non supervisé. Et ce dont on s'est aperçu vers la fin des années 2000, donc 2008-2009, c'est que pour les bases de données même pour les bases de données relativement petites, en fait, ce qui avait beaucoup d'importance, c'était non seulement l'apprentissage non supervisé, mais plus particulièrement le type de non-linéarité qu'on utilisait dans les réseaux. On s'est aperçu très rapidement que si on mettait des rectifications dans le réseau, donc au lieu de mettre des sigmoïdes comme on était habitué à le faire, si on mettait des rectifications et qu'on utilisait une rétropropagation toute bête, on arrivait en fait à entraîner des réseaux relativement profonds et surtout la performance, même sur les petits ensembles d'apprentissage, fonctionnait beaucoup mieux. Simplement en changeant la sigmoïde par une rectification, les performances sur des bases de données comme Caltech 101 par exemple doublaient, c'est-à-dire la précision sur Caltech 101 passait de quelque chose comme 30%, ce qui était vraiment très mauvais, à environ 60-65%. Enfin 60% et puis 65% en rajoutant l'apprentissage non supervisé qui à l'époque était donc pas très loin de l'état de l'art. Mais alors ensuite, ce qui s'est passé bien sûr, c'est que les grandes bases de données telles que ImageNet et autres sont apparues. Bien sûr, il y en avait déjà en reconnaissance de la parole. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas vraiment besoin de l'apprentissage non supervisé au préalable. Si on avait des grandes bases de données, on pouvait quand même entraîner des réseaux profonds juste avec de la rétropropagation. Donc, il y a eu une espèce de retour en arrière où on s'est dit, bon, finalement, l'apprentissage supervisé, c'est pas si intéressant. Mais maintenant, ça revient à cause d'un argument massu, en fait, qui est le fait que, à long terme, il est très clair que l'apprentissage supervisé est une nécessité. Je vais en détailler les raisons ici. Donc, la première partie va être une espèce de motivation de quelles sont les prochaines étapes qu'il faudrait aborder pour faire progresser l'intelligence artificielle. Et c'est une opinion personnelle, mais pour moi, ça passe par l'apprentissage non supervisé. Je vais un peu définir ce que je veux dire aussi par là. Et puis ensuite, je décrirai des techniques qui ont été développées en général au début des années 2000 ou au milieu des années 2000 pour le pré-apprentissage non supervisé des réseaux profonds. Et puis la semaine prochaine, je parlerai de méthodes plus récentes qui sont extrêmement prometteuses comme l'apprentissage adversaire. Dans la deuxième heure aujourd'hui, nous aurons un séminaire de Rob Fergus qui est ici, qui sera en anglais et qui parlera en détail de certains des modèles que j'ai mentionnés la semaine dernière,
donc des modèles à base, qui permettent de faire du raisonnement à base de mémoire, etc. Alors, quels sont les obstacles du progrès à l'intelligence artificielle et pourquoi on a besoin de l'apprentissage non supervisé? Alors, déjà, il y a à mon avis, trois obstacles principaux au progrès de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est l'intégration de l'apprentissage profond avec le raisonnement, la mémoire, l'attention. C'est ce dont on a parlé la semaine dernière, ce dont Rob va parler dans l'heure suivante. La deuxième, c'est l'intégration de l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. En fait, on peut voir ces trois apprentissages comme trois facettes d'un problème un peu commun qu'on pourrait essayer de modéliser de manière unifiée. Il y a quelques algorithmes qu'on connaît, comme les machines de Bosman, qui en fait ne sont ni supervisées ni non supervisées. Ils le sont, disons, ils sont l'un ou l'autre en fonction de l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire l'algorithme lui-même ne contient pas dans sa construction le fait que ce soit supervisé ou non supervisé. Ça dépend de la manière dont on l'utilise. Et en fait, intuitivement, à mon avis, en fait, il serait bon d'avoir des algorithmes de ce type-là qui ne font pas vraiment la différence entre les deux. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de différence de nature entre les deux. Enfin, je vais un peu mettre le doigt sur ces différences. Et bien sûr, ce qu'il nous faut, c'est des méthodes efficaces d'apprentissage non supervisé. Alors, ce qu'on constate pour l'instant, c'est que les animaux et les humains sont extrêmement performants, disons, efficaces pour faire l'apprentissage non supervisé. Et on n'a rien de pareil pour les machines. Et à mon avis, c'est l'obstacle principal de l'intelligence artificielle. Donc, quand on lit dans la presse ou dans les déclarations de certaines startups, etc., qu'on est tout près d'avoir résolu le problème de l'intelligence artificielle. Très bientôt, on aura des robots aussi intelligents que les humains. Je pense que c'est absolument pas vrai. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, et on ne l'a vraiment pas résolu, je ne crois pas qu'on arrivera à construire des machines vraiment intelligentes. Je ne dis pas que c'est le seul obstacle, je dis que c'est le prochain obstacle qu'il faut franchir, mais peut-être il y a d'autres grandes montagnes derrière qu'on ne voit pas encore. Voilà, donc je vais essayer de définir, c'est des définitions très personnelles qui ne sont pas forcément partagées par la communauté, mais je vais essayer de définir ce que j'entends par apprentissage par renforcement, apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé. Donc l'apprentissage par renforcement, c'est la situation où la machine, à chaque essai ou à chaque exemple, ou une fois de temps en temps, fournit une valeur scalaire qui est une évaluation de sa performance. C'est-à-dire que l'environnement, il faut considérer la machine avec l'environnement, c'est-à-dire l'environnement doit faire partie de l'objet qu'on modélise. L'information qui va de l'environnement vers la machine consiste en un scalaire, c'est tout. Un scalaire une fois de temps en temps, peut-être un scalaire à chaque essai. Alors il y a d'autres aspects de l'apprentissage non supervisé. Un de ces aspects, c'est que ce scalaire nous vient de l'environnement, mais bien sûr, ce n'est pas une fonction qu'on peut différencier, donc on ne peut pas faire une descente de gradient. On est obligé d'essayer plusieurs actions, de voir le scalaire qu'elles vont retourner, c'est-à-dire le renforcement, la récompense que l'environnement va retourner, et puis à partir de ça, changer la manière dont on produit les actions, ce qu'on appelle une police, une politique, pour améliorer le score moyen. Alors, cette forme d'apprentissage, malheureusement, est extrêmement lente ou nécessite énormément d'exemples. La raison étant que quand l'environnement ne nous donne qu'un scalaire, une fois de temps en temps, d'un simple point de vue informationnel, il y a très peu d'informations fournies au système pour pouvoir contraindre ces paramètres. Donc si on a une machine avec une quantité de paramètres absolument gigantesque, dans le cas disons d'un cerveau d'un petit animal, c'est déjà dans les milliards, ou dans les milliards de milliards, pour les humains en tout cas, il n'y a absolument aucun moyen de contraindre un nombre de paramètres si grand quand on fait un nombre d'essais qui passe par l'environnement et une fois de temps en temps, on reçoit une récompense positive ou négative. C'est absolument pas possible, mathématiquement impossible en fait, d'entraîner une machine de cette manière-là. Il faut que l'environnement donne beaucoup plus d'informations à la machine, ou en tout cas que la machine exploite beaucoup plus d'informations venant de l'environnement. C'est ce qui fait que les succès de l'apprentissage par renforcement, comme par exemple le succès récent d'AlphaGo ou le système de DeepMind qui joue au jeu Atari, ce qui fait qu'il fonctionne, c'est qu'il fonctionne sur des jeux, et dans les jeux, on peut simuler l'environnement très rapidement, et donc produire artificiellement énormément d'exemples.
et avoir en retour beaucoup d'informations de feedback. Et donc, ça permet en fait d'entraîner l'apprentissage par renforcement de manière efficace. Mais pour utiliser l'apprentissage par renforcement dans le monde réel, c'est beaucoup plus compliqué. Si on veut entraîner un robot, par exemple, l'environnement tourne à sa vitesse et une fois de temps en temps, on récupère un renforcement ou une positif ou négatif, une récompense, et ça ne va pas assez vite. On ne peut pas entraîner un gros système de cette manière, c'est impossible. Alors, une alternative à ça, c'est en fait, de ne pas avoir un seul individu, mais d'avoir des milliers, dizaines de milliers, centaines des millions d'individus en parallèle, en fait, qui apprennent. Et là, du coup, on peut recevoir beaucoup de renforcement. C'est une technique qui est utilisée par les compagnies de l'Internet, par exemple. Donc, par exemple, Google utilise ce genre de technique. Enfin, toutes les compagnies, en fait, qui montrent des publicités sur Internet, par exemple, utilisent ce genre de technique pour savoir quelle publicité montrer aux gens. C'est-à-dire, on montre une publicité, on voit si les gens cliquent dessus, et ça, d'une certaine manière, c'est un renforcement. Et comme il y a des centaines de millions ou des milliards d'utilisateurs, on a assez de signaux, en fait, pour entraîner un système, même compliqué. Alors, la deuxième forme, bien sûr, c'est l'apprentissage supervisé. Et d'une certaine manière, l'apprentissage supervisé fournit beaucoup plus d'informations au système que l'apprentissage par renforcement, parce que quand on dit à la machine « voilà la sortie désirée », alors ce que je devrais dire sur l'apprentissage par renforcement, c'est que c'est un petit peu similaire à la situation qu'on utilise pour entraîner un animal de compagnie, pour dresser un chien ou pour dresser un animal de cirque. C'est-à-dire qu'on attend que l'animal fasse l'action correcte et on lui donne une récompense. Et alors c'est très long parce qu'il faut conduire l'animal à faire l'action correcte. Et si cette recherche est aléatoire, et s'il y a beaucoup d'actions possibles, cet apprentissage peut être extrêmement lent. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est plutôt la situation, bien sûr, qu'on connaît tous ici, dont on a parlé pendant tous les cours précédents. Et c'est la situation qui serait similaire dans le monde réel à montrer un livre d'images à un petit enfant et en disant le nom des animaux qu'il y a dedans, par exemple. Alors là, on fournit beaucoup plus d'informations à la machine parce qu'on dit à la machine, en fait, on lui donne de manière, pour chaque exemple, on lui donne de cette manière des contraintes sur les valeurs de la récompense, si vous voulez, c'est-à-dire la fonction de coût, la fonction objectif, pour chaque valeur possible de la sortie. C'est-à-dire si on dit à la machine ou au petit enfant, c'est une girafe, implicitement on lui dit, c'est pas un éléphant, c'est pas un chien, c'est pas une voiture, c'est pas une table, etc. Donc on donne énormément d'informations à la machine, on lui donne un vecteur en fait de valeurs en lui disant c'est une girafe et c'est pas autre chose. Donc chaque exemple fournit beaucoup plus d'informations à la machine, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des machines très performantes avec, disons, quelques millions, quelques dizaines de milliers ou millions d'exemples en fonction de la taille de la machine. Mais quand même, c'est limité. Et ce qu'on ne peut pas faire avec l'apprentissage supervisé à l'heure actuelle, c'est permettre à la machine d'apprendre suffisamment d'informations pour apprendre le sens commun, c'est-à-dire comment fonctionne le monde, etc. Alors ça, c'est un peu le rôle de l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, l'idée de base, c'est de demander à la machine de prédire beaucoup de variables et que ces variables sont d'une certaine manière peu fiables, c'est-à-dire qu'on ne suppose pas que ces variables sont données à la machine par une entité intelligente, elles sont présentes dans les données d'une certaine manière. Donc par exemple, on fait observer à la machine une séquence d'images d'une vidéo et on demande à la machine prédit la séquence suivante. Ou alors on cache la moitié gauche de l'image et on dit à la machine reconstruit la partie gauche de l'image. Alors en tant qu'humain, on est capable de faire ça très bien. En fait, nos cerveaux, d'une certaine manière, sont des machines à prédire. Par exemple, un exemple un petit peu frappant, c'est qu'on a une région du champ visuel qui est aveugle, en fait, dans laquelle on ne voit rien, mais on ne s'en rend absolument pas compte parce que le cerveau remplit l'information manquante. Donc, d'une certaine manière, fait cette histoire de prédiction. Si je prends un stylo que je mets sur la table et que je dis je vais le lâcher, vous pouvez prédire probablement qu'il va tomber. Vous ne pouvez pas prédire dans quelle direction, mais vous pouvez prédire qu'il va tomber. Donc, la capacité à prédire ce qui va se passer dans l'environnement, dans le monde environnant, est d'une certaine manière l'essence de l'intelligence. C'est ça qui permet de survivre, d'extraire de l'information ou de l'énergie de l'environnement, etc., etc.
Et alors c'est probablement la seule modalité par laquelle on peut entraîner d'énormes modèles avec des milliards et des milliards de paramètres, parce que c'est la seule en fait qui contraint le modèle à faire des prédictions de grande dimension. Donc il exploite l'énorme quantité d'informations produites par l'environnement simplement par observation. Donc voilà la motivation principale de l'apprentissage supervisé. Et c'est encore une fois une vision très personnelle qui n'est pas partagée par tout le monde dans la communauté scientifique, en particulier pas forcément non plus par mes collaborateurs à Facebook, c'est-à-dire on a tous des opinions différentes sur, sur les problèmes qui sont importants à résoudre pour résoudre les problèmes d'intelligence artificielle. Et ce n'est pas du tout un dogme, mais c'est une avenue à explorer. Donc ça m'a conduit à faire cette analogie qui est en forme de blague un petit peu, dont j'avais parlé dans la leçon inaugurale, qui est que si l'intelligence est un gâteau au chocolat, un forêt noir là en l'occurrence, j'ai l'impression, le gâteau lui-même, la génoise du gâteau, c'est l'apprentissage non supervisé. Le glaçage sur le gâteau, c'est l'apprentissage supervisé. Et la cerise sur le gâteau et l'apprentissage par renforcement. Et la taille de ces différents composants en fait, correspond à la quantité d'informations qui est fournie par l'environnement à la machine et la capacité de la machine à les exploiter. Alors il y a un gros problème, c'est que si c'est vraiment l'essence de l'intelligence, on sait faire la cerise, on sait faire le glaçage, mais on ne sait pas faire le gâteau. On n'a pas jusqu'à présent de méthode complète dont on est parfaitement satisfait pour faire l'apprentissage non supervisé. Alors, avec ça, je vais passer les 2 prochaines heures à vous donner une liste de méthodes. Ce ne sont pas des méthodes qui ne marchent pas, c'est des méthodes qui ont des bonnes idées, qui marchent dans certains cas, mais qui ne sont pas les solutions ultimes, et probablement la solution ultime va être une espèce d'abstraction de certaines de ces méthodes. Alors, ça m'a conduit aussi à dire que l'apprentissage non supervisé est d'une certaine manière la matière noire ou l'énergie noire de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans la même situation que les physiciens pour lesquels 95% de la masse de l'univers est inconnue, de nature inconnue. C'est un petit peu embarrassant quand on est physicien. Nous, on est dans la même situation en apprentissage automatique, en intelligence artificielle. 95% de l'apprentissage, d'une certaine manière, enfin 95% c'est pas un chiffre exact naturellement, mais l'énorme majorité de l'apprentissage est de nature inconnue. On ne sait faire que les choses simples pour l'instant. Donc c'est la raison principale à mon avis pour laquelle on est encore très loin de machines généralement intelligentes de niveau humain. Mais je dois vous dire qu'il y a d'autres gens dans la communauté qui pensent que la question est plutôt liée à l'apprentissage par renforcement, par exemple. Mais peut-être ont-ils une définition un peu différente de celle que j'ai présentée, de l'apprentissage par renforcement, un peu plus générale. Donc, par exemple, il y a des tas de choses qu'on apprend, que les humains, les animaux apprennent, simplement en vivant dans le monde. On apprend les contraintes physiques du monde, par exemple. On apprend tout un tas de choses sur la nature du monde, en fait, qui nous semblent évidents, dont on n'est pas forcément directement conscient. Mais c'est une quantité d'informations absolument gigantesque qu'on apprend simplement par observation et par prédiction, en fait, en entraînant notre cerveau à prédire ce qui va se passer dans le futur ou à remplir des données manquantes, etc., en sachant à quoi va ressembler une personne de face quand on la voit de profil, a priori, parce qu'on a vu des tas de visages, etc., etc. Alors, par exemple, on apprend que le monde est tridimensionnel, on apprend que les objets peuvent bouger indépendamment des autres, on apprend que certains objets sont devant d'autres et peuvent les cacher. Et le fait, par exemple, que, comme j'en parlais un petit peu la dernière fois, le fait que les objets ne disparaissent pas quand ils sont cachés, en fait, est quelque chose qu'on apprend en étant bébé. Donc les petits bébés, en fait, n'ont pas la notion du fait qu'un objet existe toujours une fois quand il est caché. On peut mesurer ça assez bien. C'est pour ça que le jeu de Picaboo est si drôle. Donc, alors, ce n'est pas réservé aux humains, hein. C'est pareil pour les animaux. Là, il y a un petit exemple d'un tour de passe-passe qui est montré à un orang-outan, où le contenu de la boîte est enlevé subrepticement, et ça fait beaucoup rigoler. Donc c'est ça qui donne le sens commun. En fait, la violation du sens commun, c'est ce qui produit un petit peu l'humour, c'est ce qui produit, disons, les choses inhabituelles, c'est les choses qu'on aime bien, qui sont
ils sont à la source de l'art, de l'humour, enfin des choses intéressantes dans le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on prête attention aux choses qui violent notre modèle du monde et qui nous encouragent à y prêter attention. Certaines personnes ont même érigé ça en principe de base, c'est-à-dire que les caractéristiques qui sont extraites par le cerveau, en fait, sont les différences entre ce qui se passe effectivement dans le monde et ce que le cerveau a prédit par ailleurs. C'est-à-dire, c'est ça qui nous permet de prêter attention aux choses qui sont surprenantes. Alors, pour donner une idée de ce que veut dire le sens commun, si je dis, en l'occurrence, je prenais comme exemple Bernard Scholkoff, qui était dans la salle quand j'ai fait cette présentation en premier. Donc, si je dis Bernard prend son sac et sort de la pièce, vous pouvez en déduire tout un scénario en fait, de choses qui vont se passer, parce que vous connaissez les contraintes du monde physique. Vous savez que Bernard est probablement une personne, peut-être un orang-outan, mais bon, probablement une personne, qu'il va probablement se lever, il va étendre son bras pour attraper son sac, ouvrir sa main, prendre son sac, il va marcher, il ne va pas voler, il ne va pas se dématérialiser comme le bonhomme ici. Il va probablement ouvrir la porte et pas passer à travers. Donc il y a tout un tas de choses, d'informations en fait extrêmement riches que vous pouvez déduire sur ce que veut dire cette petite phrase. Vous pouvez remplir les trous en fait d'informations manquantes à cause du fait que vous connaissez les contraintes du monde physique. Et c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière le sens commun. On n'a pas de machines en fait qui sont capables de faire ça. Le seul exemple, enfin c'est peut-être pas le seul exemple, mais un exemple, une tentative, disons, d'essayer d'inculquer ce sens commun dans les machines est un petit peu l'exemple dont j'ai parlé la semaine dernière, d'entraîner un système un memory network, un système de questions-réponses, à répondre à des questions à la suite d'une description d'action de personnages dans un espèce de jeu d'aventure textuelle. Donc on peut voir le jeu d'aventure textuelle comme une espèce de simulateur de l'environnement et la machine comme une espèce de prédicteur de cet environnement. Et ensuite, la machine est augmentée d'un système qui peut convertir une description textuelle en une séquence d'actions dans cet environnement et ensuite répondre à des questions en observant l'état courant de l'environnement. Donc c'est une petite tentative en fait pour faire ça, mais très, très restreinte. Alors parlons maintenant d'apprentissage non supervisé, disons dans un cadre un petit peu général, mais quand même relativement classique. Donc comment fait-on l'apprentissage non supervisé? Donc on a un instinct, certains d'entre nous ont un instinct assez rapide qui est de dire l'apprentissage non supervisé, c'est, disons, si on veut faire l'apprentissage prédictif ou si on veut prédire une partie de l'entrée en fonction d'une autre partie qu'on a observée, une partie non observée à partir d'une partie observée. Comme bien sûr, le monde n'est pas strictement prédictible, il n'y a pas une seule prédiction correcte. Donc l'exemple que j'avais montré tout à l'heure du crayon, que je laisse tomber, il n'y a pas une réponse correcte sur où va tomber le crayon. Et il y a tout un ensemble de réponses correctes qui correspondent à tous les angles possibles de chute de ce crayon. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment loin et puis votre système visuel est suffisamment limité pour ne pas percevoir exactement quel biais je mets sur le crayon. Donc c'est très difficile de prédire de quel côté il va tomber. Mais vous savez qu'il va tomber, vous savez qu'il va tomber dans une de ces positions. Et si par exemple vous faites la prédiction qu'il va tomber de ce côté-là, mais qui tombe comme ça, vous aviez quand même raison. Malgré le fait que le monde n'est pas en accord avec vous, vous aviez quand même raison dans cette prédiction. Donc la question, c'est comment on entraîne une machine dans laquelle ce qu'on observe du monde en fait, sont des exemples d'un ensemble de choses qui seraient possibles, d'un ensemble de futurs qui seraient possibles, et comment ne pas punir la machine pour faire des prédictions qui n'étaient pas la bonne, mais qui seraient plausibles. C'est en fait le problème crucial, conceptuel, en fait, de l'apprentissage non supervisé, à mon avis. Encore une fois, c'est un avis très personnel. Alors bien sûr, on peut dire, ah ben c'est facile, en fait, simplement, l'état futur du monde n'est pas un point, mais c'est une distribution de probabilité, une densité, par exemple, si l'espace est continu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas représenter des distributions dans des espaces de haute dimension. Donc si je vous dis, prédisez l'image suivante dans la vidéo, c'est un espace continu de très haute dimension, on ne sait pas bien représenter des distributions complexes, en fait, dans ces espaces. Donc il faut essayer peut-être de réduire ses ambitions et au lieu d'essayer de prédire une distribution, de prédire simplement l'ensemble des possibles, sans, disons, appelons ça une variété ou une surface ou un manifold en anglais, sans vouloir forcément prédire une distribution.
Donc il y a beaucoup de méthodes qui ont été proposées dont je ne vais pas parler, ou disons pas beaucoup, qui utilisent ce qu'on appelle les méthodes d'échantillonnage. C'est-à-dire que quand on a une grosse distribution compliquée dans un espace de haute dimension, la manière dont on la manipule, en fait, c'est à partir d'une collection d'échantillons de cette distribution. Et donc il y a beaucoup de méthodes comme les machines de Boltzmann restreintes, etc., les variational autoencoders, etc., qui utilisent ces méthodes d'échantillonnage, les méthodes variationnelles d'inférence bayésienne. Je n'y crois pas du tout. Encore une fois, c'est un avis très personnel. Et la raison pour laquelle je n'y crois pas, c'est que ces méthodes d'échantillonnage ne peuvent pas passer à l'échelle. Quand on veut échantillonner dans un espace de grande dimension, on fait un échantillonnage extrêmement comment dire, épars, et très, très dilué. Et donc on retire très peu d'informations. Il faudrait un nombre d'échantillons monstrueux en fait, pour arriver à caractériser une surface dans un espace de haute dimension. Donc j'y crois pas. Ça m'a rendu allergique d'une certaine manière. J'ai des boutons si je commence à faire du sampling. Bon, j'exagère un petit peu, c'est une blague naturellement. J'utilise quand c'est nécessaire. Il y a des tas de méthodes très, très utiles pour ça. Donc voilà, en fait, la nature du problème, c'est on a des observations, les X, on a une machine qui va prédire des Y, donc Y bar, là, c'est une prédiction du futur, une prévision du futur, ou disons une partie de X qu'on n'a pas observée, par exemple. Donc ça peut être l'image suivante dans une vidéo, ça peut être la partie gauche de l'image quand on observe que la partie droite, ça peut être mon profil droit quand vous voyez que mon profil gauche, ça peut être n'importe quoi, disons qui capture la régularité dans les données. Et en fait, ce que doit prédire la machine, c'est un ensemble, non pas un point, simplement. Donc là, la machine, évidemment, va produire un point, mais en fait, ce point est un représentant de tout un ensemble, d'une surface, ou peut-être de plusieurs surfaces, ou d'une distribution, mais bon, un ensemble. Et il est très possible que dans notre base de données, à cet instant-là, l'exemple d'apprentissage qu'on va recevoir, c'est celui-là, il va être différent. Et en fait, ce qu'il faut dire à la machine, c'est, donc ça, c'est le crayon tombe à droite, ça, c'est le crayon tombe dans une autre direction. Et il ne faut pas punir la machine pour prédire un point qui est sur cette surface, il faut la punir pour prédire un point qui n'est pas sur la surface. Le problème, bien sûr, c'est qu'on ne connaît pas la surface. La surface, évidemment, est caractérisée par les invariances du monde, quoi, par les régularités du monde. Donc ce qu'il va falloir, c'est apprendre cette surface en même temps qu'on apprend cette boîte. Et c'est là qu'est la complexité du problème. Alors ensuite, j'ai symbolisé ici une autre variable, qui est cette variable z, qu'on peut voir comme une variable latente ou une variable cachée, qui, elle, peut avoir une distribution relativement simple ou qui peut être, disons, récupérée dans une surface plate relativement simple, et qui, de cette manière, quand on la fait varier, va peut-être faire varier la position de la sortie sur cette surface. Donc on pourrait voir ça comme une espèce de paramétrisation de cette surface de sortie. D'accord ? Mais en fait, cette variable n'est pas nécessairement présente. Ici, c'est un exemple particulier. Voilà, alors comment formaliser ça un petit peu de manière mathématique, ou disons plus conceptuelle, pas avec des formules, mais relativement simple. Donc imaginons un monde très simple, dans lequel il y a peut-être une variable x qu'on observe, mais pour l'instant on va l'ignorer. Et puis on doit prédire deux variables, y1 et y2, et il s'avère que dans notre base de données, pour la variable x qu'on a observée, les deux variables y1 et y2 se distribuent de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance très claire entre y1 et y2. Là, c'est une espèce de parabole, là, donc il y a peut-être une relation du genre y2 égale y1 au carré, d'accord ? Plus ou moins, avec du bruit. Mais disons, voilà les observations du monde. Comment peut-on entraîner une machine pour que quand on n'observe que y1, par exemple, on peut prédire y2, ou quand on observe que y2, on peut prédire y1, ou quand on observe une contrainte sur une des variables, on peut prédire une contrainte sur l'autre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est entraîner une machine à produire une fonction de contraste. Donc, d'une certaine manière, c'est la question que je pose ici, c'est la question de comment on entraîne la fonction qui va nous dire si on est sur le manifold ou pas, là, sur cette surface. D'accord ? Donc, on peut modéliser ça par une fonction de contraste ou une fonction d'énergie. On a passé une énergie, enfin j'ai passé une énergie parce que c'est très similaire en fait dans les mathématiques qu'on peut utiliser là-dessus à la notion d'énergie en physique statistique. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Mais c'est vraiment une caractérisation d'une fonction d'énergie. Donc voilà les points qu'on observe, y1, y2. Alors on ne sait pas a priori lequel est observé, lequel n'est pas observé. Peut-être aucune des deux variables n'est observée, d'accord ?
Et ce qu'il faut, c'est apprendre une fonction, donc une fonction f, en l'occurrence, on va l'appeler f, qui prend un point dans l'espace et qui nous dit si ce point dans l'espace est, disons, sur la surface des données observées, d'accord, et qui va nous donner des valeurs faibles quand le point est sur la surface observée, des valeurs plus élevées quand il est à l'extérieur. Alors, il y a plusieurs solutions à ce problème. Là, j'ai dessiné deux fonctions d'énergie en fait, qui sont toutes les deux tout à fait correctes, qui nous disent, qui prennent les valeurs en gros 0 si on est sur la surface, et puis plus élevées si on n'est pas sur la surface. Et le problème de l'apprentissage ici va être de donner la bonne forme à cette fonction d'énergie pour qu'elle donne des valeurs faibles aux choses observées. Donc c'est très similaire en fait d'une situation similaire que j'avais décrite dans l'apprentissage supervisé à base d'énergie. C'est exactement le même formalisme, excepté qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir de variables observées x. Alors si on a une fonction d'énergie de ce type-là, on peut la transformer en distribution de probabilité si ça nous chante, en prenant exponentielle moins la fonction d'énergie et puis en multipliant par un paramètre qui est en fait assimilable à l'inverse d'une température en physique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distribution de Gibbs. Et puis en normalisant, donc en faisant la somme sur toutes les valeurs de y ici du terme d'en haut. Donc si on intègre aussi ce rapport par rapport à y, on obtient 1. Donc ça nous donne une distribution normalisée sur y. Mais bien sûr, cette intégrale, d'une part, n'est pas forcément convergente. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend cette fonction-là, elle est probablement convergente quand on prend la somme des exponentielles, parce que c'est une espèce de parabole. En tout cas, quand on prend celle de y2, si on connaît y1, peut-être pas dans l'autre sens, parce qu'elle est plate. Celle-là n'est certainement pas convergente, puisque la fonction énergie sature, donc l'intégrale sur le domaine complet va diverger. Donc on ne peut pas toujours calculer ça, enfin ce n'est pas toujours quelque chose qui existe d'une part, et par ailleurs on ne peut pas toujours la calculer parce que très souvent en fait cette intégrale est complètement intractable, et donc on ne peut pas vraiment transformer cette énergie en probabilité. Donc c'est ce qui m'a fait penser depuis assez longtemps, y compris dans le contexte d'apprentissage supervisé, qu'en fait il faut se méfier des probabilités. Les probabilités nous restreignent à un certain type de fonction de coût qui n'est pas forcément manipulable. Ça nous permet de faire des calculs sans réfléchir, mais quelquefois c'est dangereux parce que ça limite en fait le type de fonction d'énergie, de fonction de coût, de choses comme ça qu'on peut utiliser. Donc je préfère une paramétrisation de tout ça en forme d'énergie en fait qui est d'une certaine manière plus fondamentale que la probabilité qu'on peut dériver à partir d'elle, et plus générale certainement. Alors, voilà un exemple, disons, d'un algorithme d'apprentissage relativement simple qui peut changer la forme de cette fonction d'énergie de manière à ce qu'elle prenne la bonne forme. Alors là, j'ai pris une fonction d'énergie paramétrée de telle manière que, en fait, cette fonction d'énergie est constituée d'une série de formes de V par rapport à Y2. Et on peut bouger le minimum de ce V de manière à les aligner avec ces points. Donc ça marche pour une parabole dans ce sens-là, mais ça ne marche pas si il y avait plusieurs valeurs possibles de y2 pour une seule valeur de y1, parce que là, il n'y a qu'un seul minimum de la fonction dans la direction de y2. Donc là, voilà une paramétrisation un petit peu plus générale de cette fonction énergie, qui, elle, est une espèce de feuille souple. Et la manière dont on entraîne ce système, en fait, c'est on insiste quand on a quand on a un point d'apprentissage, on ajuste la fonction d'énergie pour que les paramètres de la fonction d'énergie pour que l'énergie de ce point soit la plus basse possible. Et par ailleurs, on prend d'autres points aléatoirement autour, et ceux-là, on les pousse vers le haut. C'est-à-dire qu'on maximise leur énergie d'une certaine manière. Et donc si on fait ça suffisamment souvent, avec une fonction de coût raisonnable, on se retrouve avec une surface d'énergie qui prend la bonne forme. Alors en fait, le problème, donc il y a un problème simple qui est, prenez un point et faites un pas de gradient en fait, pour que la fonction d'énergie descende à ce point-là, par rapport aux paramètres. Donc vous ajustez les paramètres pour que l'énergie donnée par le modèle à ce point descende, ou soit la plus petite possible. Ça c'est facile, okay. Il suffit de calculer un gradient et de changer les paramètres. Le problème c'est comment rend-on l'énergie des points à l'extérieur, donc des points qui ne font pas partie de l'ensemble de l'apprentissage. Comment allons-nous garantir que l'énergie de ces points en fait, est plus élevée? D'accord.
Et bien sûr, des points à l'extérieur, il y en a plein, et c'est un espace de grande dimension, et donc il va falloir être un petit peu futé sur la manière dont on les produit, ou alors utiliser des moyens détournés pour s'assurer que la fonction prend la bonne forme. Alors j'ai répertorié environ 8 méthodes de nature différente pour faire l'apprentissage non supervisé. Il y a disons, une excuse que je dois faire, c'est que j'aurais dû expliquer ça et écrire tout ça dans un article que je n'ai jamais écrit. Donc c'est seulement présent sur ce transparent. Donc la première méthode, c'est de construire la machine de telle manière que le volume d'espace qui peut prendre des énergies basses est limité. Donc c'est ce qu'on fait typiquement quand on a des méthodes probabilistes. Les méthodes probabilistes insistent pour que la distribution de probabilité soit normalisée. Et donc si on donne une haute probabilité à un point dans l'espace, on est obligé de donner des probabilités plus basses à d'autres points, automatiquement grâce à la normalisation. Le problème, bien sûr, que comme j'ai expliqué tout à l'heure, la normalisation, c'est très compliqué à faire très souvent. Alors, il y a d'autres méthodes en fait, qui marchent de la même manière, comme l'analyse en composantes principales, le clustering en K-means, les mixtures de Gaussienne, l'analyse en composantes indépendantes. Toutes ces méthodes-là, en fait, ont des termes dans leur fonction de coût ou dans la nature du modèle qui fait que le volume de l'espace qui peut prendre des énergies basses est limité. Je vous donnerai quelques exemples plus tard pour donner un peu d'intuition là-dessus. Donc il y a une autre méthode que j'ai décrite à l'instant qui consiste à appuyer sur les points qui viennent de l'ensemble d'apprentissage pour s'assurer que leur énergie est basse et par ailleurs pousser vers le haut les points qui sont à l'extérieur. Et en fait, les méthodes probabilistes telles que les maximums de vraisemblance et autres font ça, mais ils ont besoin d'une fonction de partition, donc le terme de normalisation, qui soit tractable, et ce n'est pas toujours le cas. En fait, dans les modèles intéressants, c'est pratiquement jamais le cas. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est pousser vers le bas l'énergie des points de données, et puis pousser vers le haut, non pas tous les points à l'extérieur, mais un petit sous-ensemble de points bien choisis. Et là, il y a tout un tas de méthodes pour faire ça, divergence contrastive, ratio matching, noise contrastive estimation, minimum probability flow. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces méthodes, mais par exemple, je vais juste donner un exemple pour la divergence contrastive qui est utilisée pour les machines de Boltzmann restreintes, par exemple. C'est une idée très simple qui consiste à dire, je prends un point de données, ce point de données, je change les paramètres de la fonction énergie pour que son énergie descende, mais par ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une pichenette à une espèce de bille, une sorte de bille de billard, une petite pichenette dans une direction aléatoire qui va faire monter cette bille. Ensuite, je vais simuler cette bille descendant dans le paysage d'énergie, si vous voulez, pendant un certain temps. D'accord ? Donc ce qui va se passer, c'est que cette bille, avec une probabilité assez importante, va se retrouver à un niveau d'énergie plus bas, mais probablement pas sur la surface des données, disons si l'énergie n'a pas la bonne forme. Si l'énergie a la bonne forme, elle va rester sur la surface des données, ce n'est pas un problème. Mais si l'énergie n'a pas la bonne forme, elle va se retrouver dans disons, une espèce de minimum peut-être de l'énergie, si on fait tourner la simulation assez longtemps, qui n'est pas sur le manifold, mais avec une certaine probabilité, à cause de la pichenette initiale, en fait, elle peut remonter en énergie aussi pour aller trouver des minima qui sont peut-être de l'autre côté d'une montagne. Donc cette technique de pichenette et de simulation s'appelle Monte Carlo Hybrid Monte Carlo, HMC. Il y a d'autres noms pour cette technique. Ça a été beaucoup étudié par Radford Neal, qui est à l'Université de Toronto, un statisticien à l'Université de Toronto, un ancien étudiant de Jeff Hinton. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne cette pichenette, on simule cette bille de billard, donc ça c'est dans un espace continu, et ensuite on a un point dont on va repousser l'énergie vers le haut. Et si on fait ça suffisamment souvent, à chaque fois qu'on pousse l'énergie d'un point vers le bas, on en pousse un autre vers le haut, finalement, disons à côté, ce qui va se passer, c'est que, en tout cas localement, autour de la surface de données, la fonction d'énergie va prendre la bonne forme. Il va se creuser un trou à l'endroit des données, et puis la fonction va remonter autour, de cette manière. Alors, il y a une idée un petit peu similaire, qui est assez séduisante, mais qui ne marche pas en pratique, parce qu'on peut l'appliquer qu'à des modèles très simples. Mais c'est quand même amusant de la mentionner. C'est une méthode qui s'appelle score matching, qui en particulier a été développée par Apo Ivarinen en Finlande, dans le contexte de l'analyse en composantes indépendantes. Et alors l'idée là est rigolote.
on prend la fonction d'énergie à un point de données et on fait en sorte que la dérivée de cette énergie par rapport au vecteur d'entrée, donc pas par rapport au paramètre, mais par rapport au vecteur d'entrée, soit 0, c'est-à-dire que l'énergie est en fait un minimum ou peut-être un maximum ou un point sel à cet endroit-là. Et par ailleurs, on s'assure que la trace de son hessien, donc la somme des dérivées secondes dans toutes les directions, soit le plus grande possible. C'est-à-dire qu'on s'assure que la fonction d'énergie rebique autour des points. Et donc, encore une fois, ça crée une espèce de sillon dans la surface d'énergie qui fait que l'énergie est plus haute autour des points. Mais bien sûr, ça ne contraint pas du tout la forme de la fonction, disons, à une grande distance des points initiaux. C'est très local comme méthode. Alors, ce n'est pas très pratique parce qu'il faut ensuite calculer le gradient de la trace du hessien de l'énergie par rapport aux paramètres. Et ça, c'est horrible. Donc, bon. On peut le faire avec des systèmes de différenciation automatique, mais c'est quand même horrible. Alors, une idée très intéressante qui construit sur des idées que j'avais développées dans les années 80 pendant ma thèse, mais qui ont été reprises de manière plus formelle ou réinventées en tout cas par Pascal Vincent, qui est dans le labo de Yoshua Bengio, dans le même labo que dans l'Institut de Yoshua Bengio à l'Université de Montréal, et qui s'appelle Denoising Autoencoder. Alors là, l'idée n'est pas de construire une fonction d'énergie, mais de construire un champ de vecteurs, de telle manière à ce que ce champ de vecteurs, d'une certaine manière, corresponde à, disons, l'approximation du gradient d'une énergie. Alors la manière dont on construit ce champ de vecteurs, c'est qu'on prend un point qui est sur un point de données qui vient de notre ensemble d'apprentissage, et on lui rajoute du bruit. Donc c'est une méthode de sampling de certaine manière, enfin d'échantillonnage. Donc on bouge dans une direction aléatoire, d'une distance peut-être assez importante, dans l'espace, pour s'éloigner du point de données. Et ensuite, on entraîne un réseau de neurones, ou disons un modèle quelconque, une fonction, à transformer ce point auquel on a ajouté du bruit en le point original. C'est-à-dire qu'on entraîne une fonction dont l'entrée est ce point bruité et dont la sortie désirée est le point original. Donc ce qu'on entraîne, en fait, c'est une fonction qui calcule un champ de vecteurs. Quand on lui a donné un point dans l'espace, elle va nous donner la cible de ce point et qu'on va l'entraîner à ce que la cible de ce point soit sur la surface des données. Et le résultat de ça, maintenant, c'est qu'on a en fait une fonction qui caractérise l'endroit de ces données. C'est-à-dire que si on leur donne un point et que la machine nous dit la sortie est différente, ça veut dire qu'on n'est pas sur la surface des données. Par contre, si on lui donne un point sur la surface de données, elle ne va pas bouger. Donc ça va nous donner une indication qu'on est dans la bonne région. Donc on a notre fonction de contraste qui caractérise cette surface. Donc c'est un peu, disons, une manière détournée c'est un petit peu, il y a des connexions avec la divergence contrastive de certaine manière, parce qu'il y a cette méthode de sampling, de bruitage des données. Alors, une des méthodes préférées dont je vais parler dans le quart d'heure qui suit, c'est les méthodes de régularisation qui limitent le volume d'espace qui peut prendre de l'énergie basse. C'est-à-dire qu'on prend un modèle et on va faire que la fonction d'énergie en fait est une somme de deux termes. Un terme qui dit, disons, qui est une espèce de terme de reconstruction qui va dire voilà le point. Reconstruis-moi le point, donc c'est une espèce d'erreur de reconstruction. Puis il va y avoir un autre terme qui va dire, qui va essayer de forcer le système à minimiser le volume de l'espace d'entrée qui peut prendre d'énergie basse. Alors c'est ce que font les techniques de codage parcimonieux, en particulier les auto-encodeurs parcimonieux. Je vais sauter le numéro 7, c'est en fait très lié au denoising auto-encoder. Et puis la dernière, dont je vais parler la semaine prochaine, c'est ce qu'on appelle l'entraînement adversaire, par adversaire ou adversarial. Bon, je ne sais pas comment on peut traverser exactement, mais quelle est la meilleure traduction possible. Donc là, en fait, l'idée est de faire produire ces points à l'extérieur du manifold de données par un réseau de neurones entraîné lui-même. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va avoir un réseau de neurones qui va produire les points à l'extérieur du manifold de données
et dont on va servir dont on va repousser l'énergie vers le haut et dont on va servir pour entraîner notre fonction de contraste qui caractérise la surface. D'accord ? Donc là, du coup, en fait, on a un système entraînable, intelligent, pour produire les points, pour entraîner ce discriminateur, cette fonction de contraste. Et la manière de faire ça, en fait, c'est une idée très simple qui a été inventée par Ian Goodfellow, qui était étudiant avec Shobenzhou il y a quelques années, qui jusqu'à très récemment était à Google et maintenant fait partie de OpenAI. Et c'est une idée vraiment intéressante, je pense révolutionnaire en fait, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Alors je vais commencer par une espèce de visualisation de ces histoires de fonctions d'énergie. Donc c'était la technique numéro 1, de construire la machine de telle manière à ce que le volume de choses qui peuvent prendre une énergie basse soit constante ou en tout cas faible. Alors voilà ce qui se passe pour l'analyse en composantes principales formulée dans ce contexte. Donc on a un vecteur Y. On projette ce vecteur Y sur un sous-espace linéaire avec une projection linéaire qui serait les composantes principales. On reconstruit par la transposée de cette matrice et ensuite on calcule le carré de la distance entre la reconstruction, donc W transpose WY, et le point original. Et ça nous donne une distance et ça nous donne une fonction d'énergie de ce type-là. Donc le niveau de gris ici indique la hauteur de l'énergie. Donc noir c'est 0 et puis blanc c'est les grandes valeurs. Et donc on a ici, si les points sont échantillonnés selon cette spirale, là, la composante principale en une dimension de cet ensemble de données de 2 dimensions, en fait, c'est celle-là. Donc ici, le volume de choses qui peuvent prendre une énergie faible, en fait, est limité de dimension 1. On a décidé qu'on allait avoir une projection sur un espace de dimension 1. Et donc c'est une approximation très mauvaise, bien sûr, de cette spirale, parce que c'est une approximation linéaire, ça ne marche pas très bien. Alors K-min, c'est quelque chose de très similaire, mais dans K-min, on a des variables latentes, c'est-à-dire que la fonction d'énergie est définie comme le minimum par rapport à une variable latente, z, d'une fonction d'énergie elle-même. Alors on calcule encore une distance au carré entre une reconstruction et le point de données, et cette reconstruction, en fait, est la multiplication d'un vecteur z par une matrice W. Alors les colonnes de W sont les prototypes de K-means en clustering. Je ne vais pas expliquer ce que c'est K-means. S'il y en a qui ne savent pas ici ce que c'est, je m'excuse, mais je ne peux pas y passer le temps. Donc c'est plutôt pour éclairer ceux qui ont déjà vu ce genre de choses. Et le vecteur Z, en fait, est contraint d'être un vecteur de place, c'est-à-dire où une composante est égale à 1 et toutes les autres composantes sont égales à 0. Donc on contraint Z à être de cette nature. On fait la minimisation par rapport à Z de cette distance. Et ce que ça fait, c'est que notre énergie maintenant, si on est près d'un prototype particulier, on a une distance quadratique qui croît avec la distance, c'est-à-dire qu'à mesure que Y s'éloigne du prototype le plus proche dans la colonne de W qui a été choisie, l'erreur croît quadratiquement. Donc c'est une espèce de puits quadratique. Et dès qu'on se rapproche d'un autre prototype, qu'on est plus proche d'un autre prototype, le Z change et on se retrouve dans une autre parabole. Donc c'est une espèce de minimum de paraboles multiples, tous centrés sur un prototype. Et donc là, ça approxime très bien cette surface. Mais bien sûr, ça marche en basse dimension, parce que s'il faut mettre des points un petit peu partout, ça ne marche pas très bien entre hautes dimensions, il va falloir beaucoup de points. Donc K-means ne marche pas très bien en haute dimension. Ok, donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est si on veut faire un modèle de ce type-là, il va falloir quelle fonction objectif minimiser pour entraîner la fonction d'énergie et avoir la bonne forme. D'accord? Donc on va avoir 2 fonctions maintenant. Pendant l'inférence, c'est-à-dire quand on donne un point, après apprentissage, quand on donne un point à la machine, on utilise la fonction d'énergie, d'accord, qui nous dit si on est près de la zone des données. Mais pendant l'apprentissage, il va falloir minimiser une fonction objectif qui va donner la bonne forme à la fonction énergie. Et si on aime bien les probabilités, cette fonction d'objectif, ça va être, par exemple, minimiser moins le log de la probabilité que notre modèle donne aux données. Donc, on peut modéliser cette probabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une distribution de Gibbs. Et ce qu'il va falloir faire, c'est donner une énergie basse au point qu'on observe dans les données, de manière à ce que cette quantité soit le plus grande possible, c'est-à-dire qu'il faut que l'énergie soit la plus petite possible, puisqu'il y a un moins ici. Et puis par ailleurs, il va falloir rendre cette quantité la plus petite possible, qui va en fait garantir la normalisation de la distribution. Alors si on fait
si on calcule le gradient de cette fonction par rapport... enfin, d'abord, si on prend moins le log de cette fonction, pour la transformer en fonction de coût, donc c'est maximum de vraisemblance, mais on minimise moins le log, on obtient une fonction de ce type-là. Là, j'ai divisé par bêta, en fait, ça ne change rien au problème. Donc, on aura une fonction de coût à minimiser qui va être de ce type-là, qui va nous dire, pour un point d'entraînement Y, minimiser l'énergie de ce point Y et minimiser un autre terme. Et ce que fait cet autre terme, c'est les énergies ici de tous les points interviennent avec un moins. Donc ça va causer toute cette énergie en fait, à être repoussée vers le haut de manière à rendre ce terme le plus petit possible. Donc l'effet va être, si on a un point de données qui est ici, pousser vers le bas l'énergie qui est ici et pousser vers le haut tous les termes de toutes les énergies en fait, qui est dans cette intégrale. Alors on ne peut pas toujours calculer cette intégrale, on peut le faire par approximation de Monte-Carlo, méthode variationnelle, etc. Il y a tout un tas de méthodes qui sont mathématiquement très jolies en fait, pour faire ça, mais très souvent qui ne marchent pas très bien dans les hautes dimensions. Donc il faut un peu se méfier de ne pas être hypnotisé par la beauté des mathématiques au prix disons, du côté pratique des choses, quoi. Mais il y a énormément d'articles écrits sur les questions. Pas uniquement dans le contexte d'apprentissage non supervisé. Alors pour faire l'apprentissage, il faut simplement calculer un gradient. Donc, on va calculer le gradient de cette fonction de coût, qui va être le gradient de la fonction d'énergie au point Y par rapport aux paramètres de la fonction énergie. Donc ça, on sait calculer. Hein. Si la fonction énergie est un réseau de neurones, on sait faire la rétropropagation, pas de problème. L'autre, par contre, une fois qu'on fait toutes les maths nécessaires, on obtient un gradient qui est égal à l'intégrale sur tous les Y de la probabilité que notre modèle donne à ce point Y. Donc ça, on sait calculer. C'est l'exponentielle moins bêta l'énergie divisé par la normalisation. On sait le calculer si on sait normaliser, sinon on ne sait pas. Fois le gradient de la fonction énergie à ce point. Donc ça, c'est une espèce d'espérance, puisque c'est l'intégrale par rapport à une distribution du gradient. Donc c'est l'espérance du gradient de la probabilité calculée par notre modèle pour tous les points. Et ça, on peut le faire que si on sait calculer l'intégrale. Alors il y a des méthodes inventées par les physiciens pour remplacer cette intégrale par une somme discrète, et c'est ce qu'on appelle les méthodes de Monte-Carlo. Et puis il y a d'autres méthodes aussi inventées par les physiciens, mais raffinées par certaines personnes dans l'apprentissage automatique, qui consistent à en fait dire je ne peux pas vraiment calculer cette probabilité parce qu'elle est trop compliquée, donc je vais l'approximer par une probabilité dont je sais calculer le terme de normalisation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que cette autre probabilité de substitution en fait, est le plus proche possible de la vraie en termes de distance de Kullback-Leibler, ou une distance différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes variationnelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en quelques mots l'idée de base. Donc voilà, donc ça a une application limitée, mais si on est probabiliste, c'est ce qu'il faut faire. Divergence contrastive, je l'ai un peu expliqué. Donc là, je vais parler de sparse coding, donc de codage parcimonieux, qui est une méthode que j'aime bien en fait, et qui s'est révélée être assez performante dans certains cas. Donc l'idée du codage parcimonieux, en fait, est d'approximer la surface de basse énergie, donc la surface des données, par une union de plans. Donc on va avoir des plans qu'on va essayer d'aligner sur les données, des plans de basse dimension, de plus basse dimension que l'espace de données lui-même, enfin que la surface en question. Et on va approximer ce truc-là par une union de plans. Donc chaque plan va apporter une contribution à l'énergie, qui est une espèce de contribution quadratique. C'est-à-dire quand on s'éloigne du plan, on paye quadratiquement. Et par ailleurs, on fait un minimum sur tous ces plans. Donc c'est relativement simple. Et d'un point de vue un peu formel, voilà qu'on peut modéliser ça. Donc on a une variable d'entrée. Donc là, j'utilise une notation qui correspond à ce qu'on appelle les graphes de facteurs. Donc ce sont des modèles graphiques, hein, dont les réseaux bayésiens sont un exemple. Donc il y a ce qu'on appelle les modèles non dirigés, voilà. Donc voilà la variable d'entrée, une variable latente possible, donc par exemple dans le cas K-means ou quelque chose comme ça. Et donc dans le cas sparse coding aussi, on prend cette variable latente, on la fait passer par un décodeur qui est une fonction tout simplement. Dans le cas le plus simple, c'est une fonction linéaire, simplement multiplication par une matrice. Ça c'est un vecteur, ça c'est une matrice. Et on calcule la distance, par exemple la distance euclidienne, entre le point de données et ce qui sort du décodeur. Donc c'est un modèle génératif qui reconstruit l'entrée. Mais on met une contrainte
sur cette variable, qui fait que cette variable ne peut pas prendre toutes les combinaisons possibles de vecteurs. Donc par exemple, on l'a contraint à avoir un nombre limité de valeurs non zéro, on l'a contraint à être de dimension faible, c'est le cas de l'ACP par exemple, l'analyse en composante principale, ou disons on peut mettre d'autres contraintes, on l'a contraint à être un code binaire avec que des zéros et un seul 1, c'est le cas de K-means, etc. Donc tout un tas d'algorithmes en fait, qui peuvent être formulés par ce petit graphe de facteurs, et dont l'algorithme d'inférence est simplement trouvez-moi le z qui minimise la distance entre le vecteur d'entrée et le résultat qui sort du décodeur, plus ce terme de régularisation. Alors sparse coding, c'est une implémentation particulière de cela, dans lequel l'énergie en fait est la somme de ces deux termes. Donc le décodeur est linéaire, l'énergie de reconstruction est quadratique, et le terme de régularisation est simplement la norme L1 de Z, c'est-à-dire la somme des valeurs absolues des composantes de Z, multipliée par un coefficient approprié. D'accord ? Donc ce que va faire ce système, c'est qu'il va essayer de reconstruire l'entrée à partir d'une combinaison linéaire de colonnes de WD. Donc WD, ça veut dire matrice de dictionnaire ou décodeur. Donc une combinaison linéaire d'un petit nombre de colonnes de WD, et ces colonnes correspondent aux coefficients de Z qui sont différents de 0. Et ce terme, en fait, essaie de minimiser le nombre de composantes de Z qui sont différentes de 0. Alors cette énergie est relativement facile à minimiser par rapport à Z. C'est-à-dire si je vous donne un Y et je vous demande quel est le Z qui minimise cette énergie, c'est relativement facile à faire. Il y a des algorithmes pour ça. Il y en a un en particulier qui s'appelle ISTA, ça veut dire Iterative Shrinkage and Thresholding Algorithm. Et alors, il y a un papier assez fondateur de Olshausen et Phil, qui sont des neuroscientifiques théoriques. Bruno Olshausen est à Berkeley. Et alors, l'idée qu'ils ont proposée, c'est en fait d'apprendre cette matrice de dictionnaire. C'est-à-dire que cette formule, en fait, pour modéliser des signaux, était connue depuis assez longtemps dans le domaine du traitement de signal, des maths appliquées, les ondelettes, etc. Ça a été proposé, par exemple, étudié par des gens comme Stéphane Mala. Donc il y a Basis Pursuit et des méthodes de ce type-là. Mais il présupposait que les colonnes de cette matrice WD étaient données a priori, c'est-à-dire que c'était des ondelettes ou des choses comme ça. Ce qu'on proposait au Olshausen et Phil, en fait, c'est d'apprendre cette matrice de dictionnaire, tout simplement par descente de gradient. On peut faire ça avec un gradient stochastique, c'est aussi bête que ça. Donc on prend un exemple Y, on calcule le Z qui minimise cette énergie, donc maintenant on a un Y et un Z, et on ajuste simplement cette matrice WD de manière, par un pas de gradient, gradient stochastique, de manière à simplement minimiser ce coût quadratique. C'est aussi simple que ça. Alors si on fait juste ça, ça ne marche pas. Et la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, WD devient extrêmement grand et Z devient tout petit, de manière à minimiser ça, et le truc explose. Donc ce qu'il faut faire, c'est limiter les colonnes de WD à l'intérieur d'une sphère. D'accord ? Donc on contraint les colonnes de WD à avoir une norme inférieure à 1, disons, et on fait une descente de gradient, et à chaque fois qu'on fait un pas de gradient, on renormalise les colonnes de WD. Et si on fait ce petit algorithme, en fait, ça marche très très bien. Je vais parler de ça un petit peu plus tard. Je vais sauter ça. Donc par exemple, si on applique ça à MNIST, ça nous donne, donc ça, j'ai affiché ici, donc MNIST, c'est l'entrée est un vecteur qui représente une image, en fait. Bon, c'est des pixels, mais on fait comme si ça représentait une image. Et les colonnes de WD, en fait, finissent par être des petits morceaux de traits qui, de telle manière à ce qu'en assemblant, en faisant une somme pondérée d'un petit nombre de ces traits, on peut reconstruire à peu près n'importe quel chiffre. D'accord ? Donc c'est une certaine manière de trouver les atomes constitutifs d'un ensemble de données qui permet de reconstruire en fait, par composition n'importe quel vecteur par une combinaison linéaire d'un petit nombre de données. Voilà comment ça fonctionne sur des images naturelles. Donc on prend des pages d'images naturelles 12 par 12 et puis on entraîne cet algorithme de sparse coding en fait, là-dessus. En fait, l'algorithme que j'utilise ici est un truc un petit peu différent qui s'appelle Predictive Sparse Decomposition, dont je parlerai la semaine prochaine, mais bon, les résultats sont quasiment les mêmes. Donc on démarre avec des colonnes WD aléatoires et très rapidement, en quelques itérations, en fait, le système se spécialise à trouver des détecteurs de edge orientés qui nous indiquent que un petit patch d'image en fait, peut être représenté par une combinaison linéaire d'un petit nombre de
de contours orientés, enfin de petites ondelettes comme ça orientées. Donc ça apprend des ondelettes spontanément. Voilà, donc je vais passer la parole à Rob Fergus. Et puis je vous raconterai la suite la semaine prochaine. Alors je vous rappelle que la semaine prochaine, la première heure sera consacrée à l'apprentissage non supervisé encore, l'apprentissage adversariel en particulier, et puis d'autres variations sur ces choses-là. Je vais probablement prendre un petit peu plus d'une heure pour ça, peut-être 1h15. Et ensuite, on aura une session de 45 minutes environ, de questions ouvertes. Je vous encourage à aller sur l'Internet, en fait, sur Facebook. J'ai fait une page pour ce cours. Et vous pourrez poser les questions là, comme ça me donnera le temps de peut-être préparer les réponses pour les questions compliquées. Mais sinon, si vous voulez juste poser des questions ouvertes comme ça, on aura cette session la semaine prochaine pour le dernier cours. Voilà, donc merci, je passe la parole.